Vous allez écouter Social Calling. Mais juste avant, je voulais remercier Arkea qui sponsorise ce programme. C'est une banque pas comme les autres, qui mise sur les entrepreneurs précurseurs dans le domaine social et environnemental. Une banque connectée, qui soutient l'innovation et qui n'a pas peur d'être à l'avant-garde en répondant aux aspirations de la génération Social Calling. En bref, vous l'avez compris, Arkea soutient les millennials qui veulent entreprendre et s'engager pour construire leur avenir et le monde de demain. Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Le manque de rôle modèles qui viennent de banlieue et qu'on valorise, qu'on met en lumière, a eu un impact négatif sur plein de potes. Social Calling, Anthony, épisode 14. Quand tu pars de pas grand-chose, tu sais que le peu que tu peux obtenir, ça va te propulser. C'est l'histoire de l'ascension d'un cancre qui ignorait son talent parce qu'on ne lui avait jamais dit que c'était possible. Anthony a grandi à Évry, dans des tours. Insolent, rebelle, il a failli virer délinquant, mais ses parents veillaient au grain. Son père lui répétait « Fais des études, sinon tu finiras clochard ». La leçon a fini par rentrer après 2 redoublements. Anthony, le petit poisson banlieusard, a remonté la chaîne alimentaire, faisant fi des caricatures et autres discriminations. Sa niaque lui a permis d'atteindre les plus hautes sphères. Il s'est monté à la force du poignet, encaissant les baffes et les humiliations sans broncher. Ni pitié, ni charité. Il est assis à 30 ans dans le fauteuil du directeur général adjoint de l'agence publicitaire TBWA. Mais ce n'est pas suffisant, car en vérité, Anthony est en quête de justice sociale. Écoutez son histoire, c'est celle des isolés de la République. Est-ce que tu m'entends ? Eh oh, écoute, moi j'ai grandi à Évry, et pas Ivry, parce que souvent on essaie de me ramener plus proche de Paris que n'est Évry. C'est à 30 km à vol d'oiseau. C'est à 1h30 en fait en RER pour de vrai. J'ai fait toutes mes classes même à Évry, et dont le collège, qui était un moment particulier. J'étais très très mauvais à l'école. Ça ne veut pas de moi être quelqu'un de génial, mais je me sens un peu survivor parfois. Il y a une anecdote qui me revient lorsque je pense à ce moment-là. C'était, on était en 4e en classe de techno avec un prof sans doute un peu plus investi qu'il ne faudrait, mais c'était pas une mauvaise chose. Et il nous avait posé une question collectivement. Il nous avait dit, mais à votre avis, pourquoi on n'a jamais eu de président qui vient d'Évry ? Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on était tous en questionnement, on s'est tous regardés en se disant, mais déjà, pourquoi il nous pose cette question ? Et puis, pendant 1 heure, il nous a laissé patauger avec nos réponses d'adolescents sur parce qu'il n'y a pas d'école pour ça, parce que c'est loin de Paris, parce que on avait tous des arguments un peu bêtes. Et il nous a tenu la jambe pendant au moins 1 heure là-dessus. Et au bout d'1 heure, il nous regarde dans les yeux, il fait « C'est parce qu'on vous a jamais dit que c'était possible ». Et c'est vrai que c'est un souvenir qui est important pour moi parce qu'à l'époque, personne n'avait compris en se disant « Oh, c'était ça !» Cette réponse un peu nulle, quoi. Et c'est vrai qu'avec le recul, moi, je me rends compte à quel point le manque de rôle modèle qui viennent de banlieue et qu'on valorise, qu'on met en lumière, a eu un impact négatif sur plein de potes, sur moi aussi, sur le fait de ne pas se projeter sur des métiers ambitieux ou sur des carrières un peu prestigieuses. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de rôle modèle, hein. La Coupe du Monde nous le fait dire avec Mbappé qui vient de Bondy, qui revient à Bondy comme un héros, et ça fait plaisir. Mais il nous faut des rôles modèles dans tous les secteurs. Il nous faut des rôles modèles qui viennent de quartiers, il nous faut des rôles modèles qui viennent de régions rurales, et puis qui inspirent plein de types de jobs, pas seulement le foot, pas seulement la musique, mais aussi des entrepreneurs, des gens de la tech, des gens du numérique. Et c'est vrai que ça, je me rends compte à quel point ça nous a manqué. Donc ce prof-là, un peu farfelu à l'époque, il n'était pas tant que ça finalement. Donc j'ai fini par continuer les études. Je suis rentré dans un DUT. J'ai rencontré des profs extraordinaires qui m'ont même fait redoubler, donc c'était génial. J'ai passé 1 année de plus alors que j'avais déjà redoublé 1 année avant. Et j'ai rencontré un prof qui m'avait parlé d'une école, cette école au cœur d'Évry, qui s'appelait l'Institut National des Télécommunications, qui est devenu aujourd'hui l'Institut Mines Télécom. Et c'était une école qui était réputée plutôt difficile d'entrée parce que forcément, concours ingénieur, moi je venais d'un DUT, donc plutôt études technologiques. Et j'ai réussi à avoir le concours. Alors on va savoir comment, ça, c'est la force du hasard. Je pense que c'était le bon sujet, le bon moment, le bon matin. Mais bon voilà, je suis rentré dans cette école. Je crois que j'avais pas pris conscience de l'importance de cette école, du réseau qu'il y avait derrière. Je voulais en sortir. Je suis revenu voir un peu ma maman d'école en DUT, qui s'appelait Marisol Craver, espagnole, vachement investie, avec un accent chantant. Et je lui ai dit, Marisol, je me sens pas de rester, quoi. Je sais pas, je me sens pas bien. C'est pas mes codes, c'est pas ma culture, c'est pas mon... Et elle me dit, Anthony, je vous préviens, vous quittez
l'INT, je ne vous parle plus. Et donc là, elle m'a ramené directement dans mes cordes. Et donc, je suis resté peut-être pour lui faire plaisir. Et à cette époque-là, je m'étais dit, j'avais vu le mot télécommunication. Donc, pour moi, il y a le mot communication. Donc, il y aurait de la com. J'étais un peu déçu du voyage. Mais du coup, donc j'ai voulu continuer sur une école de com. Et puis, à cette époque, je retourne voir ma maman d'école et je lui dis, voilà, j'aimerais bien faire peut-être le CELSA. Elle me dit, Anthony, je crois en vous, hein, c'est pas le problème, hein, mais elle me dit, mais le CELSA quand même, là, c'est un peu... Elle connaissait mon niveau en orthographe, donc je pense qu'elle m'avait complètement arrêté. Et écoute, j'ai testé le concours et j'ai réussi à l'avoir. Alors, je pense que le jury, quand je leur ai dit que j'étais en train d'écrire un livre, ils m'ont pas cru. Donc c'est bien, ça m'a permis de tenir les 15 minutes de l'entretien pour éviter de parler d'autres références que j'avais peut-être pas. Mais c'était chouette parce que... En fait, quand j'ai dit j'écris un livre, et le mec m'a dit pardon, un livre? Et j'ai dit oui. Et en fait, j'avais créé ma boîte en parallèle de mes études. Donc, ce livre-là, c'était un peu un témoignage de cette expérience professionnelle. C'est Erol qui nous avait répondu favorablement. Ce jour-là, j'avais les larmes aux yeux parce que c'était inespéré. T'as pas de contact chez un éditeur. Tu fais un mail un peu hasardeux pour dire bonjour, on voudrait écrire un livre sur l'événementiel. 2 mois après, t'as l'éditrice qui te rappelle pour dire bingo, le sujet me plaît, faites un chapitre témoin. Voilà, j'ai passé mon été à écrire ce livre-là. Et voilà, donc rentrer au CELSA, et là, c'est un autre monde qui s'ouvre, quoi. C'est départ d'Evry, arriver à Neuilly. Enfin voilà, c'est même pas le grand écart. C'est là, faut faire du cirque, quoi. Enfin, tu vois, moi, j'ai fait c'est un salto arrière carrément. Et comment t'as vécu ce choc des cultures? Je l'ai très mal vécu. Parce que tu vois, les cours qui commencent à 8h à Neuilly, alors que tu habites Évry, en fait, quand tu as la nana qui s'occupe des inscriptions qui vient te dire vous êtes en retard, mais en fait, genre, j'ai envie de lui dire, mais je viens de faire 2 heures de route en fait pour être là. Parce que les cours finissaient à 20h30, le RERD à cette heure-là, à 20h30, il y avait je sais plus ce que c'était, les travaux Castor, là, ou je sais plus quoi. Donc c'était genre, voilà, c'était Koh-Lanta pour rentrer chez soi. Donc je venais en voiture, il fallait plus de 2h30 pour faire Évry-Neuilly à ce moment-là. Et en fait, là, tu te rends compte du choc des cultures, d'un espèce de microcosme de gens qui n'ont pas conscience que c'est galère de vivre loin de là, qu'il peut y avoir des difficultés. Donc, j'étais absolument tout le temps en retard. Je dis pas que je suis un mec ponctuel, mais là, c'était... Et voilà, donc choc des cultures aussi, parce que je me rends compte, voilà, d'une mixité que j'ai connue à Évry, qui d'un coup absente, quoi. J'ai plus de blague blanc beurre, j'ai plus mes potes avec qui je déconne de tout et de rien, où on peut se moquer des uns et des autres. Je retrouve une culture très parisienne, un peu entre soi, et c'est pas que ça m'a traumatisé parce que je me suis fait des potes, mais c'est que du coup, changement de vie, changement de culture, quoi. Donc ouverture sur un autre monde, changement de code aussi, et c'est une baffe, quoi. C'est une baffe. Mon expérience à l'époque en alternance, c'était une catastrophe, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas les codes, j'avais les codes très banlieue, sans caricaturer, hein. On sait parler, on sait écrire en banlieue, hein, et c'est pas le sujet. Mais c'est que d'un coup, ouais, faut tout changer, quoi. La manière de s'adresser aux autres, le vouvoiement vs le tutoiement, qui est peut-être plus facile aussi dans certains environnements. Voilà, donc d'un coup, tu changes de casquette. Et ça, c'était dur, ouais. C'était dur parce que tu passes 2 ans à te remettre en question sans savoir trop pourquoi, en fait. Je me rappelle quand j'étais donc dans mon ancienne école, j'avais créé ma boîte. J'avais envoyé une centaine de CV pour trouver une alternance. Ma mère me disait il faut que tu ailles voir ce qu'est un grand groupe. Donc je balance une centaine de CV, 0 réponse. À l'époque, c'est Mosaïque RH qui m'a aidé à trouver ma première alternance. Donc j'étais super fier. Je ne savais pas trop pourquoi je rentrais dans le dispositif, mais Mosaïque m'a dit écoutez, vous avez un nom à consonance étrangère, vous êtes de banlieue, vous n'avez pas d'expérience dans un grand groupe. C'est 3 conditions qui suffisent à ce que votre CV soit potentiellement mis à l'écart. À l'époque, je me dis, de toute façon, tant qu'ils m'aident à trouver une alternance, j'étais tellement... Et en fait, ouais, avec le recul, ces 3 critères qui pouvaient clairement me mettre sur le banc de touche, je m'en rends compte aujourd'hui. Et puis, je m'en suis rendu compte aussi après en tant que recruteur potentiel. Et arrivé au CELSA, je me remets dans la même détermination, quoi. Je rentre au CELSA, je me dis, il faut que je retrouve une alternance. Je balance des CV en pagaille. J'en balance 13, je vois des offres d'alternance sur l'intranet du CELSA. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Il y a des trucs, je me dis, j'ai jamais vu ça ailleurs, quoi. Je postule en pagaille. Je balance 13 CV. La semaine qui suivait, j'avais 13 entretiens d'embauche. 13 entretiens potentiels avec des recruteurs en tout genre. Et la petite anecdote, c'est que j'en ai eu un chez Louis Vuitton. Comme plein de gens, c'est une marque qui peut faire rêver parce que c'est une marque de luxe, c'est une marque qui vend du rêve, si j'ose dire. Tout se passe bien, entretien premier, deuxième, en plus vraiment challengeant, en anglais, la totale. Enfin, moi qui parlais pas très bien anglais à ce moment-là. Et
Dernier entretien avec le DRH de Louis Vuitton. Donc je me dis, waouh, DRH pour une alternance. Donc j'étais un peu stressé. Et puis je vois ce gars, très sympa, qui me pose plein de questions sur mon parcours. Et puis il me dit, ah, vous écrivez un livre? Puis je dis, ouais, ben... Il fait, vous l'avez avec vous? Je dis, non, je l'ai pas là, il va sortir. D'accord. Je dis, mais vous avez l'air de douter. Non. Il fait, je suis un peu comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Ok, d'accord. Mais je dis, mais je peux vous envoyer mon contradiction? Non, pas de souci. Il me pose d'autres questions sur mon parcours. Puis voilà, l'entretien se termine. Je relance comme n'importe quel gars qui vient passer un entretien. Et je finis par obtenir en fait la responsable qui voulait m'embaucher et qui me dit, voilà Anthony, je suis un peu désolé, mais bon, ça s'est pas passé comme il fallait. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est... Ben, il vous a pas cru. Il vous a pas cru, il a cru que vous mentiez sur le livre, voilà. Je dis, mais j'ai les contrats d'édition, j'ai tout. Il me dit, non, je suis désolé, mais je dis, est-ce que... Et je me rappelle ce jour-là, hein, j'étais en alternance chez Engie, ex-GDF Suez. J'étais arrivé au travail, il était 9h30. J'ai refait Montparnasse-Évry dans la matinée et Évry-Montparnasse. Donc j'ai gâché toute la matinée pour aller chercher tous les papiers, tout scanner, tout envoyer au DRH pour lui dire « Regardez, tout est en pièce jointe ». Il m'a jamais répondu. Et comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens super bien, épanoui parce que je porte un projet social qui me fait kiffer. Mais surtout, quand je fais cette rétrospective avec toi, je me rends compte d'une chose, c'est que l'énergie des gens de banlieue, ou de manière générale des gens qu'on en chié, on la comprend pas. On pourrait presque penser que c'est une ambition malsaine parce que d'un coup, c'est des gens qui ont envie de s'en sortir. Soit on t'a mis la tête dans l'eau et t'es mort dans ton bain. Soit à un moment, il y a quelqu'un qui a voulu te relever la tête et là, d'un coup, tu reprends un bol d'air et t'as la niaque plus que personne. Moi, j'ai eu cette niaque-là, je l'ai toujours d'ailleurs, mais elle est incomprise parce qu'elle fait presque peur. On se dit, donc, pushy, hein, le mec, pushy, nana, il en veut, elle en veut. Mais oui, parce que quand tu pars de pas grand-chose, tu sais que le peu qu'on te donne ou que tu peux obtenir, ça va te propulser. Donc, moi, je garde cette détermination-là. J'aime aussi me dire que je lutte un peu contre l'injustice sociale. Et je trouve qu'il y a pas mal d'injustices, effectivement, qu'on sous-considère le potentiel ou le talent des gens qui vivent en banlieue. Parce qu'ils ont un regard tellement éclairé sur le monde quand tu as grandi, tu vois, au milieu de tellement de cultures. C'est un bol d'air. Moi, j'ai fait 20 fois le tour du monde avant mes 15 ans. Il y avait tellement d'origines sociales, culturelles différentes autour de moi. Et je me suis rendu compte de cette richesse en décrochant un peu d'Évry. Donc aujourd'hui, ouais, j'ai la niaque, j'ai grave la pêche. J'ai vraiment envie d'aider le plus grand nombre, et en particulier les jeunes de banlieue, de territoires ruraux, de ceux qui sont les isolés de la République, à être plus visibles, à faire entendre un message fort, à montrer leur talent aussi. En fait, on ne cherche pas la solidarité, on cherche pas la pitié, on cherche juste à être reconnu pour le talent que certains ont. On le voit par les rappeurs. Niska vient d'Évry, c'était un pote de mon petit frère. On le voit d'ici la peste, etc. Moi, je veux qu'on voit aussi des entrepreneurs. Pour moi, Niska, c'est un entrepreneur, typiquement. C'est pas qu'un rappeur, c'est un mec qui entreprend, c'est un businessman, c'est un mec qui fait l'inauguration du maillot du PSG. Je veux qu'on montre ça. Je veux qu'on montre pas seulement le gars qui me dit des mots durs, parce qu'il sait que c'est ça qui fait vendre, mais aussi montrer des gens qui réussissent et qu'on la niaque, et derrière qui font bosser des gens, qui ont monté une entreprise. Niska en fait partie, il y en a plein d'autres, mais qu'on ne voit pas suffisamment. Merci d'avoir suivi ce 14e épisode de Social Calling. Et pour celles et ceux qui aiment la culture rap et hip-hop, je vous invite à écouter No Fun, l'émission de Mehdi Maizi et sa bande. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Boubacar, un Mauritanien qui soigne l'Afrique après avoir été frappé d'une malédiction à la naissance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite.